Alors, on va commencer avec le premier intervenant, qui est Jean Lassègue, nom très célèbre de la philosophie de l'informatique. En médecine. Signe de Lassègue. Alors, Jean Lassègue est directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre Georg Simmel de la HESS. Il est spécialiste d'histoire et épistémologie de l'informatique, de théorie symbolique, dont des travaux de Cassirer, ainsi que de l'anthropologie de l'écriture et du droit à l'ère numérique. En 1998, il a écrit un livre très important, Turing, Belles lettres, réédité en 2003 et traduit en plusieurs langues, dont le coréen, le portugais du Brésil. Ensuite, il a écrit en 2006 Turing et l'informatique fut. Belin, Paris, traduit celui-là aussi en plusieurs langues, dont le néerlandais. Son livre sur Cassirer de 2016, qui s'intitule Ernst Cassirer du transcendantal au sémiotique, a été traduit en italien et en anglais, au moins. Plus récemment, sur les droits, il a publié en 2018 avec Antoine Garapon, Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique, livre qui a eu lui aussi un très grand succès, qui a été déjà traduit en italien, en anglais, en ukrainien et peut-être en d'autres langues. En 2021, toujours avec Antoine Garapon, il a publié Le numérique contre les politiques, crise de l'espace et reconfiguration des médiations sociales. On est vraiment très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui et on va lui laisser la parole. Son intervention sans PowerPoint aura pour titre Prédication et prédiction, quel avenir pour la métaphore à l'ère des chatbots conversationnels. Merci beaucoup, Maria Giulia, pour cette introduction. Alors, je ne sais pas du tout si je vais, si je suis dans les normes du séminaire, si ce que je vais dire va vous intéresser. Donc, bon, on va voir. Et puis, si vous trouvez que j'exagère, qu'il faudrait faire autrement, vous me dites. Et puis, j'essaierai de m'ajuster. Alors, d'abord, je voudrais, en fait, ce dont je voudrais parler, mais pour ça, il va me falloir faire un long détour. Je voudrais parler de la façon dont les modèles statistiques de la langue que l'on voit à l'œuvre dans les agents conversationnels de type ChatGPT peuvent s'intégrer à la production collective du sens. Voilà, ça c'est ça en fait la grande question. Mais finalement, pour en venir là, j'ai besoin d'un très long détour épistémologique qui est à la fois un détour épistémologique sur la langue, mais aussi sur le calcul. Voilà, donc avant d'en venir à cette question, il faut en passer par là. Donc il y a une espèce de ticket d'entrée, quoi. Un ticket d'entrée qui est relativement élevé. Voilà, donc je vais quand même essayer de ne pas abuser de votre patience. Donc en fait, pour répondre à ma question, comment les agents conversationnels de type ChatGPT peuvent s'intégrer à la production collective du sens, il faut s'interroger sur les racines sémiotiques de la notion d'algorithme et de codage, en essayant de comprendre comment algorithme et codage s'intègrent au régime général du langage. Et l'idée de base que je vais défendre, que j'ai défendue ailleurs aussi, tu disais à l'instant, Maria Giulia, l'idée de base, c'est que c'est par une réflexion sur le statut du graphique qu'on peut y parvenir. Voilà, donc en fait, je vais essentiellement vous parler de l'écriture. Et pourquoi? Parce qu'il faut voir dans l'écriture le lieu qui n'est pas essentiellement linguistique, le lieu où peuvent s'articuler la langue et sa mécanisation via les notions d'algorithme et de codage. Donc la question que je viens de poser concernant la façon dont les agents conversationnels s'intègrent à la construction du sens s'infléchit, et si je repose la question, je dirais comment l'écriture mécanisée s'intègre-t-elle à la construction linguistique du sens? Et pour ça, je vais partir d'une citation de mon bien-aimé Turing,
dans son seul article philosophique de 50, dans une espèce d'incise, entre parenthèses, dans un vague paragraphe, sans qu'il y attache aucune importance, Turing fait cette remarque: pour moi, mécanisme et écriture sont presque synonymes. Voilà. Pour moi, mécanisme et écriture sont presque synonymes. Donc je vais essayer de comprendre cette phrase et essayer donc de la justifier en quelque sorte, alors qu'elle est restée complètement embryonnaire dans le texte de Turing. Mais pour moi, ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir en compagnie de mon ami mathématicien Giuseppe Longo, avec lequel on a écrit plusieurs articles à propos de cette phrase, sur justement le rapport entre le graphique, la logique et la machine au XXe siècle. Alors, donc je commence à commenter cette phrase en m'interrogeant sur l'écriture des langues, puis j'en viendrai ensuite à l'écriture des algorithmes. Donc l'écriture des langues est le cas particulier de l'alphabet en premier. C'est surtout là-dessus que je voudrais me concentrer. Bon, alors d'abord, il faut perdre l'habitude de croire que l'écriture vise de façon essentielle l'écriture des langues. L'écriture, elle peut servir à bien d'autres choses que de capter les langues, en particulier parce que l'écriture peut servir à aborder la notion d'algorithme, et que l'algorithme est une notion absolument, utilise une écriture qui est absolument muette. Muette puisqu'elle n'a pas pour but d'être parlée. Vous ne parlez pas l'algorithme. Donc voilà, il y a quelque chose de tout à fait important à noter, c'est que l'écriture peut servir à beaucoup de choses, en particulier à capter la parole, les langues, mais pas simplement. Et ça, ce sera très important pour la suite. Bon, alors maintenant, je vais entrer un peu plus avant dans la façon dont l'écriture et les langues s'articulent. Et donc, je m'intéresse aux tendances de fond de l'écriture alphabétique. Et je crois qu'il y a deux points importants concernant l'écriture alphabétique. D'abord, c'est que, évidemment, comme tout le monde sait, l'alphabet, c'est un outillage de la parole qui repose sur la combinaison d'éléments en nombre fini. Voilà. Donc, l'alphabet, c'est un répertoire d'éléments combinables en nombre fini qui est destiné à capter certains traits de la parole et certains traits, je veux dire, qui sont variables selon les systèmes graphiques employés. Donc l'alphabet, ça suppose de distinguer entre le son et le sens dans des modalités très particulières, et c'est sur ces modalités-là que je vais m'interroger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un alphabet particulier sur lequel j'ai insisté, qui est l'alphabet grec, c'est qu'il y a une tendance historique sur le très long terme en Occident qui cherche à réaliser la pleine autonomie de la lecture et de l'écriture des signes alphabétiques, en dissociant autant que faire se peut le son et le sens. Alors ça me paraît très important parce que c'est une histoire qui est presque exclusivement occidentale. Et quand je dis Occident, je l'emploie au sens large, c'est-à-dire que ça va de la Mésopotamie à l'Égypte, en passant par la Grèce antique, l'Europe et les extensions coloniales de l'Europe. Donc ça fait un grand bout du monde. Donc ça, c'est l'ère culturelle alphabétique. Alors, il y a une exception près, à mon avis, dans ce schéma, c'est la Corée. Parce que la Corée devance de 50 ans l'invention de la presse à imprimer à caractère métallique mobile que nous avons tendance à attribuer à Gutenberg, vers 1450. Bon. Et le cas coréen est particulièrement intéressant parce que, bon, il est chronologiquement premier, ça je viens de le dire, mais il réunit dans un même moment historique, ça va intéresser un spécialiste de la technologie comme toi, il réunit dans un même moment historique l'apparition d'un alphabet, le Hangul, et
l'apparition d'une machine qui permet de mécaniser le rapport des lettres, c'est-à-dire en fait une imprimerie. Donc là, il y a quelque chose de chronologiquement tout à fait intéressant, puisqu'on assiste en Corée à la superposition de deux types de machines, en fait. Une machine classique, je dirais, une machine matérielle, l'imprimerie, et puis une machine à signes, qui est un alphabet. Donc, ce que je voudrais réussir à montrer, c'est en quoi l'alphabet est une machine, et une machine très particulière. Alors ça, l'exemple coréen est intéressant parce qu'il réunit en un seul moment, vers 1400 de notre ère, ce qui est chez nous séparé d'au moins 3500 ans en Occident, puisque l'apparition de l'alphabet, c'est moins 1850 dans le Sinaï, et la presse à imprimer, c'est 1450 du côté de l'Alsace, ou en Allemagne, à Francfort. Bon, bref, on voit que quand on regarde un peu l'histoire des techniques, là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Si je laisse de côté cet exemple, qui est presque un apax, en fait, et que j'en reste à l'histoire de l'alphabet dans l'Occident, dans l'ère culturelle que j'ai appelée l'ère culturelle alphabétique, je crois qu'il y a 3 étapes fondamentales de l'alphabet. Ce qu'on appelle l'abjad, je vais revenir dessus, l'alphabet proprement dit, et le code. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'étapes à rajouter, mais je voudrais pour le moment m'en tenir là. Alors, si je reviens sur le terme d'abjad. Abjad, c'est les premières lettres de l'alphabet arabe correspondant à l'ordre classique des lettres. D'accord ? Comme on dit alphabet, qui veut dire alphabeta, abjad, c'est pareil en arabe. Et c'est un ordre qui a été conservé à peu près semblable jusqu'à nos jours. Et ces 3 étapes que je décris, abjad, alphabet, code, correspondent en fait à 3 fonctions bien définies. Premièrement, dans le cas de l'abjad, la constitution d'un répertoire fini de signes qui permet la distinction son-sens. Deuxièmement, l'alphabet, où il y a la constitution d'un répertoire fini de signes qui permet l'automatisation de la lecture. Ça, c'est l'alphabet grec. Je reviendrai sur cette automatisation. Et troisième étape, le code permettant la constitution d'un répertoire fini de signes permettant l'automatisation de l'écriture. Voilà. Donc on est passé progressivement d'une automatisation de la lecture à une automatisation de l'écriture. Alors, je vais décrire un peu ces 3 étapes. D'abord, l'abjad, premier système d'écriture alphabétique, donc je le disais tout à l'heure, dont on a retrouvé les premières traces dans le Sinaï vers moins 1850. Alors, il consiste en quoi? Il consiste en la notation des consonnes des mots en vue de reconstituer des morphèmes de la langue. Alors, par rapport à l'écriture hiéroglyphique qui la précède, ça permet une réduction incroyable du nombre des caractères, puisque dans les abjads, on a généralement 22 signes, alors qu'on en a plusieurs centaines dans les systèmes antérieurs. Alors, l'abjad est bien alphabétique de ce point de vue-là, c'est un répertoire fini de signes combinables, mais il a ceci de particulier, bon, les spécialistes se disputent à ce sujet, mais il a ceci de particulier qu'il est des syllabaires antérieurs, le but consistant à vouloir recomposer les morphèmes à partir de racines morphémiques. Donc les lettres sont très peu nombreuses, les lettres écrites, elles sont très peu nombreuses et elles sont aussi ambiguës, du fait justement de leur petit nombre, et elles sont imprononçables. Donc il y a une activité du lecteur qui, par son intervention active dans le discours, lève l'ambiguïté de la composition qu'il a sous les yeux, en
en réussissant à faire parler ces lettres, hein, donc en rajoutant des voyelles, en fait, hein, pour reconstituer des morphèmes. Alors la chose, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais la chose qui me paraît très importante à ce sujet, c'est que dans un abjad, c'est la connaissance préalable de la langue parlée est indispensable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir à lire si vous ne connaissez pas déjà la langue. Moi, j'ai fait cette expérience quand je faisais de l'arabe. Vous ne pouvez pas déchiffrer si vous n'avez pas une idée de ce que cette espèce de schéma qui vous est donné, à quoi il correspond. Si je donnais un exemple, et si je le traduisais en lettres latines, quand vous voyez KTB en arabe, alors si vous mettez les voyelles, ça peut donner Kataba, ça veut dire la bibliothèque, si vous mettez Katib, ça veut dire le livre, ou Kitab plutôt, Katib c'est l'écrivain, etc. Donc il y a une espèce de racine là qu'il faut réussir à faire parler en quelque sorte, et pour ça évidemment, vous avez besoin de connaître la langue. Donc ça c'est très très important. Et j'ai l'impression de ce point de vue-là que l'abjad a ce site particulier de réussir à s'intégrer quasiment immédiatement dans la construction collective du sens, précisément parce qu'il n'abandonne jamais vraiment le domaine du sens, étant donné que ce qu'on a sous les yeux, c'est des espèces de patterns, de schémas qui sont à la fois, dans lesquels le sens n'est jamais oublié. Cette racine, elle a un sens. Et c'est ça qu'on devine, c'est ça qu'on trouve quand on lit l'arabe ou quand on lit n'importe quel abjad. Et c'est précisément ça qui disparaît avec l'alphabet grec. Donc, deuxième étape, l'alphabet grec. Bon, il date de moins 800. Il y a, vous savez, une longue descendance dans les alphabets latins, étrusques, cyrilliques et autres. Et donc, les Grecs n'inventent pas ce principe de l'alphabet, ils le reçoivent. Et ils le reçoivent des Phéniciens qui ont, eux, un abjad. Alors, il faut un peu se départir, à mon avis, d'un certain nombre d'habitudes de lecture qui sont évidemment très familières parce qu'on lit toute la journée en caractère grec ou en caractère latin. Dans notre cas, c'est du latin. Bon, lire du grec, à mon avis, en comparaison du phénicien, ça donne l'impression d'un chaos total. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que, évidemment, on a un peu oublié. Et je pense que pour les enfants, apprendre avec des caractères latins, c'est beaucoup plus dur que d'apprendre avec un abjad, précisément parce que dans le cas de l'abjad, étant donné qu'il parle déjà au moment où il commence à lire, bah, il se repère, quoi. Tandis que dans le cas du grec, on ne se repère pas. Et pourquoi on ne se repère pas? Bah, parce que ce qu'on va noter, c'est en fait des phonèmes. Donc on ne s'arrête pas au niveau syllabique. Dans le cas du grec. Alors, vous savez que le début de l'écriture grecque, en plus, c'est très compliqué, il n'y a pas de signe de ponctuation, les mots sont collés les uns aux autres, donc, enfin, c'est le chaos, quoi. Vous ne voyez pas les racines, donc tout ça est extrêmement compliqué. Il y a un certain nombre de textes qui sont en boustrophédon, hein, en plus, c'est-à-dire qu'ils sont écrits en sens inverse d'une ligne sur l'autre, d'accord? Donc il n'y a même pas de direction d'écriture. Enfin bon, c'est très très compliqué. Donc la question qu'il faut se poser en fait, c'est pas dire c'est vraiment génial de parler ou d'écrire, de lire avec une langue comme le grec et le latin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire pourquoi on est devenu un système aussi compliqué qui passe à travers la langue en quelque sorte pour rejoindre le niveau phonématique, alors que précisément ce serait au niveau syllabique que se composent les sens. Hein, si je vous dis bal boule bol, pour reprendre un exemple d'Yves-Marie, vous savez que c'est rond en français. Bon, voilà, c'est tout. Ça vient tout de suite. Il y a la signification, le sens est là, quoi. Bon, mais évidemment, là, quand on dépasse ça et qu'on vient au niveau du phonème, ça devient très très compliqué. Bon, alors, la chose, à mon avis, qui est très importante dans le cas du grec, c'est que, justement, il y a une séparation encore plus grande entre le son et le sens. Hein. C'est-à-dire que la conséquence que ça va avoir très directement quand on pense à l'abjad qui le précède, c'est que le principe de lecture au moyen de l'alphabet grec
ne nécessite pas la connaissance préalable de la langue. Voilà, c'est ça la grande invention grecque, à mon avis, c'est que les lettres notent les phonèmes et peuvent, de ce fait, recevoir un traitement automatique. Donc c'est potentiellement mécanisable, le grec, hein, et c'est ça qui est évidemment complètement incroyable. On fait cette expérience tous les jours, quand on lit une page le soir et qu'on est fatigué, vous arrivez au bout de la page, vous vous dites, mais j'ai rien retenu. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de scanner votre texte, de le scanner complètement, bon, mais c'est absolument sans sens. Au bout du compte, vous n'avez rien retenu, alors que ça, ce n'est pas possible avec un abjad. Parce que l'activité que vous devez déployer implique au contraire de rester collé au sens. Sinon, c'est tout de suite que le sens disparaît. Donc, l'alphabet grec automatise la lecture, et donc, de ce point de vue-là, moi qui m'intéresse à la mécanisation, l'alphabet grec, ça n'est pas simplement comme une machine, c'est une machine. C'est une machine à lire. Voilà. Et elle est autonome dans la lecture, précisément parce qu'elle contient tous les éléments dont on a besoin pour reconstituer la langue. Donc, je dirais que l'évolution de l'alphabet dans le monde antique, ça a poussé à l'extrême cette automatisation, en scindant de plus en plus la notion de signe en deux, hein, et en séparant aussi radicalement que le fait l'alphabet grec, le son du sens. Donc ça, c'est une évolution évidemment majeure, et ce qui est étonnant, ça n'a pas bougé après. Hein, voilà. L'alphabet grec, il est resté à peu près. Hein, bon, il y a des lettres qui ont changé. Non, on a rajouté toutes sortes de marques typographiques, ça c'est vrai pour des lectures, mais en gros, ça n'a pas bougé. Bon. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment l'alphabet peut s'intégrer à la production collective du sens quand son principe repose principalement sur le non-sens des lettres, hein, c'est-à-dire sur de l'insensé. C'est pour ça que je disais que c'était le chaos, la lecture du grec. Donc vous voyez pourquoi je pose cette question, puisque finalement ma question de départ, c'est la même. Hein. Ma question de départ, c'était comment les modèles statistiques de la langue que l'on voit à l'œuvre dans les agents conversationnels de type ChatGPT peuvent s'intégrer à la production collective de sens. Ben, pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question comment l'alphabet grec arrive à ce même résultat. Comment c'est possible une chose pareille, d'avoir un système de non-sens, hein, et qui fait surgir du sens. Donc la question est complexe et, à mon avis, elle remonte au moins à l'alphabet grec. Hein. Ce n'est pas du tout une question triviale, et je vais vous lire un petit bout d'un texte de Platon dans le Théétète, 203a et b, qui dit exactement ceci. Dans le Théétète, Platon fait dire à Socrate, comment ça se fait qu'à partir des lettres de mon prénom, S-O-C-R-A-T-E, si je les donne en français, on parvient à entendre Socrate. Comment on arrive à faire cette unité de sens là? Comment c'est possible une chose pareille? Il n'y a pas de réponse. Hein. Ça reste quand même ce rapport entre insensé, sensé, alogos, logos, puisque c'est comme ça que c'est les termes grecs, pose problème. Je vous lis le texte de Platon. Socrate. Attachons-nous donc à cet exemple et examinons-le, ou plutôt voyons si c'est ainsi ou autrement que nous avons nous-mêmes appris les lettres. Et d'abord, les syllabes peuvent-elles s'expliquer et les éléments ne le peuvent-ils point? Théétète répond, probablement. Bon, ça avance pas trop, on y va doucement, je ne sais pas très bien ce qu'il raconte. Socrate, je pense tout comme toi. Si donc quelqu'un t'interrogeait sur la première syllabe de mon nom en cette matière, Théétète, dis-moi, qu'est-ce que so? Que répondrais-tu? Théétète, que c'est un S et un O. Socrate, n'est-ce point là l'explication de cette syllabe? Théétète, oui. Socrate, dis-moi donc de quelle est l'explication de l'S? Théétète, mais comment pourrait-on te nommer les éléments d'un élément? L'S, Socrate, est une consonne, un simple bruit que forme la langue en sifflant. Le B n'est ni une voyelle ni même un bruit, non plus que la plupart des éléments, de sorte qu'on est très fondé à dire que les éléments sont inexplicables,
puisque les plus sonores d'entre eux, au nombre de 7, vous voyez, n'ont que la voix et n'admettent aucune explication. Voilà. Bon. Problème. Comment on arrive, avec un système pareil, donc, à recomposer du sens, alors que, précisément, c'est un système insensé, au sens propre. Deuxième étape. Alors, je passe maintenant à la troisième étape, à savoir le code ou l'écriture mécanisée. Et pour ça, je vais commencer par faire quelques généralités sur la notion d'algorithme. Alors, le prototype de l'écriture mécanisée se situe dans la notion d'algorithme. Hein. Vous savez qu'on compare souvent un algorithme à une recette de cuisine, une décomposition de gestes simples en vue d'atteindre un résultat. Bon. Alors, dans le cas de l'algorithme proprement dit, pas de la recette de cuisine, parce que la recette de cuisine, on peut toujours la modifier, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait toujours. Hein. Mais dans le cas de l'algorithme, le but, ça consiste généralement à trouver la réponse à une question, généralement d'ordre arithmétique. Combien font 2 et 2? Quelle est la millième décimale de pi? Combien de lettres comporte tel ou tel texte? Bon. Et la mise en place d'un algorithme pour réussir à répondre à cette question se fait par une procédure écrite. Donc l'intérêt de la notion d'algorithme me semble être le suivant. Et là, c'est complexe. Il est possible que la réponse à une question ne soit pas accessible par un algorithme. Je vais y revenir. Mais quand cette réponse est accessible par un algorithme, cette réponse est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle est indéfiniment répétable. Voilà. C'est ça la chose intéressante. Hein? Quand il y a un algorithme pour répondre à une question, vous pouvez appuyer sur la touche de votre clavier, ça va toujours donner la même réponse. Alors ça, c'est évidemment très intéressant parce que ça a une très grande généralité. Alors, la notion d'algorithme, elle est très ancienne. On la trouve en Mésopotamie, en Grèce, dans le monde arabe médiéval. Vous savez que algorithme, c'est al-Khwarizmi, donc c'est le nom d'un mathématicien arabe, ou au moins de langue arabe. Mais alors, la notion générale d'algorithme, elle est beaucoup plus récente, puisqu'elle date du XXe siècle. Et pourquoi on a eu besoin de cette notion générale, et pas simplement d'algorithme particulier? C'est qu'on voulait démontrer des résultats qu'on appelle négatifs ou limitatifs, c'est-à-dire quand il s'agit de prouver qu'il n'y a pas d'algorithme pour faire telle ou telle opération. Ce sera le cas chez Gödel, par exemple, qui arrive à démontrer qu'il y a un certain nombre de théorèmes qui sont inaccessibles. Bon, donc démontrer un théorème, ou bien calculer une fonction, ça c'est plutôt la version de Turing. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on délimite formellement une classe et on montre que la preuve que l'on cherche, ou la fonction pour telle ou telle question, ou telle fonction, ne peut pas appartenir à cette classe. Donc on définit une espèce, en creux en quelque sorte, la classe où la notion d'algorithme fonctionne, parce qu'on veut une notion absolument générale, et pour ça il faut évidemment circonscrire cette classe, mais pour réussir à circonscrire cette classe, il faut trouver des problèmes qui n'y appartiennent pas. Sinon, on ne peut pas la circonscrire. Donc, réussir à faire une espèce de frontière, ça exige de passer par la découverte de problèmes auxquels on ne peut pas répondre par voie algorithmique. Et on y est arrivé. Bon. Donc, cette notion d'algorithme, d'un point de vue général, donc, elle implique une limitation intrinsèque. Et je pense que ça, il faut toujours le garder à l'esprit pour éviter de faire de l'algorithme une notion absolue qui, en fait, s'arrogerait la totalité du champ de l'écriture. Ben non, ce n'est pas une notion absolue, c'est une notion qui est limitée. C'est d'ailleurs pourquoi elle est scientifique. Si elle n'était pas limitée, on en ferait ce qu'on voudrait. Donc, de cette première caractérisation de la notion d'algorithme, on peut tirer, à mon avis, une conclusion, c'est qu'il n'y a pas de domaine où la notion d'algorithme ne trouve pas à s'appliquer. L'algorithme, ça peut se trouver n'importe où. Mais à l'inverse, et je vais insister là-dessus maintenant, il n'y a pas de domaine où la notion d'algorithme ne se heurte pas à ses propres limites. Voilà, c'est ça la difficulté de la notion.
telle qu'elle a été décrite au XXe siècle. Alors, bon, j'en viens donc au XXe siècle, à l'apparition du code, en particulier sous la forme des langages de programmation, avec cette idée que j'essaie de défendre, à savoir que ce code, il vise à automatiser non seulement la lecture, ce qui était déjà le cas avec l'alphabet grec, mais à automatiser l'écriture. Voilà. Donc la concaténation des caractères sans signification s'effectue selon des règles logiques qui n'ont pas besoin d'être interprétées et qui peuvent s'exécuter de façon automatique. Voilà, donc ça c'est quelque chose de complètement nouveau à mon avis. À mon avis, c'est ça aussi qui provoque un sentiment d'intense dépossession, mais c'était déjà le cas avec l'alphabet. Hein. Mais c'est encore pire quand on a l'impression que ces machines écrivent à notre place. Ou quand elles prennent des décisions à notre place, puisque précisément, on n'a plus besoin de nous, d'un certain côté. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'était déjà le cas, à bien des égards, avec l'alphabet grec. Alors, il y a plusieurs étapes dans l'histoire des mathématiques qui sont nécessaires pour parvenir à préciser cette notion d'algorithme. D'abord, première étape, il y a une crise de l'espace à la fin du XIXe siècle. Dans les mathématiques, en particulier avec l'apparition des géométries non euclidiennes qui sont contradictoires entre elles. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, on se dit, alors, c'est laquelle la bonne? Quelle est la bonne géométrie pour décrire le monde? Puisque, finalement, il y a Euclide, mais il y en a d'autres. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, on commence à s'inquiéter un petit peu je dirais, de la vérité, pour employer un gros mot, c'est-à-dire du rapport que le langage peut avoir à la réalité du monde. Si effectivement, ce qu'on employait jusqu'à présent, à savoir la géométrie euclidienne qui avait permis tant de choses magnifiques, non seulement en géométrie mais en physique, venait à être mise un peu au rencard, puisqu'on pouvait utiliser d'autres géométries. La réaction face à ça a été de s'en tenir à l'écriture et à l'enchaînement des caractères que l'écriture rend possible. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que, finalement, le fondement des mathématiques, ça ne va plus être la géométrie comme ça l'était depuis Euclide, ça va être l'algèbre. Et c'est le grand maître de ça, c'est Hilbert. Donc je vous donne une citation de Hilbert dans un article fameux de 1926 qui s'appelle « Sur l'infini ». Il fait remarquer que, dans sa démarche, il présuppose seulement l'existence de certains objets concrets extra-logiques qui, en tant que sensation immédiate, précèdent toute pensée. En ce qui concerne particulièrement les mathématiques, l'objet de notre étude sera donc les signes concrets eux-mêmes, dont nous savons, du point de vue que nous avons adopté, distinguer et reconnaître la forme. Donc on ne va pas plus loin que ça. On est capable de distinguer un A d'un B parce que typographiquement, ils n'ont pas la même forme, et ça suffit. Donc, on laisse de côté la géométrie, ça va nous emmener trop loin, il y a des contradictions qui vont apparaître. Laissons tomber le sens, restons-en à la graphie. Donc, il s'agit de s'en tenir à la nécessité purement logique, et j'insiste, hors de l'espace, qui assure la cohérence d'un système formel, et surtout, la cohérence, ça veut dire son absence de contradiction. Donc, le souhait de Hilbert, quant à l'écriture, ça a été de scinder intégralement l'ancrage phonologique de l'écriture des langues en ne conservant du principe alphabétique que la combinaison formelle des caractères. C'est ça la chose fondamentale. Il faut s'en tenir à l'enchaînement formel des caractères, à partir desquels on peut engendrer, même mécaniquement, toutes les propositions valides, qu'elles soient arithmétiques ou géométriques, et rien qu'elles. Alors, pour faire fonctionner un tel système de caractères, Hilbert a encore besoin d'un principe externe. Il a besoin d'un sujet, en fait, dans un autre texte un peu antérieur au texte que je viens de citer, qui s'appelle « Les fondements logiques des mathématiques », Hilbert, en 23, fait remarquer ceci: « Notre pensée est finitiste. Quand nous pensons, se déroule un processus finitiste. » Donc notre pensée
Et là, c'est presque notre cerveau. Hein. Ce principe finitiste, c'est quoi? Ben, c'est précisément un principe alphabétique. Hein. L'esprit, c'est un alphabet, en fait, hein, rien de plus. Donc, la chose importante, à mon avis, à ce sujet, c'est que ce principe finitiste dont Hilbert a encore besoin, qui se situe dans la tête des gens, finalement, on va réussir, en particulier par le travail de Turing, on va réussir à l'externaliser en quelque sorte, puisqu'on parvient à montrer que ce principe finitiste, il peut être lui-même écrit sous la forme d'un programme. D'accord? Le programme, c'est la matérialisation d'un algorithme exécutable par une machine un peu abstraite, hein, c'est une machine de Turing, bon, une machine infinie, une mathématique. Bon. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'il y a un enchaînement formel de caractères dénués de sens qui peut être délégué à un programme, effectuable sur une machine à lire et à écrire. Et ça s'appelle un ordinateur. Donc, on donne une liste d'instructions sous forme de caractères dans un certain ordre et des données sous forme de caractères dans un certain ordre. Et il est possible d'opérer un traitement des caractères, c'est-à-dire de les réécrire. Donc, opérer un traitement algorithmique, ça revient à exécuter des règles de réécriture. Alors ça me paraît très important. Finalement, un ordinateur, la définition la plus simple, c'est pas une machine à écrire, c'est une machine à réécrire. Voilà, c'est tout ce que c'est, rien d'autre. C'est une machine à réécrire des marques sans sens. Et de ce point de vue-là, le programme écrit tout seul, puisqu'il n'y a pas besoin de faire intervenir un principe externe de pensée de nature finitiste. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je veux faire sur Hilbert, c'est qu'il faut faire une différence entre le langage et le métalangage. Hein. Parce que ce que Hilbert veut réussir à montrer, c'est qu'il y a une cohérence de ces systèmes logiques. Hein. Et pour ça, il utilise, sans le dire, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est tout à fait implicite chez lui, il implicite la différence que vous connaissez évidemment bien entre langage et métalangage, le fait de pouvoir parler du langage avec le langage. Et ça, c'est un point essentiel pour lui, parce que ce métalangage, il le rêve comme mathématique. Donc il voudrait que ce métalangage puisse devenir mathématique, hein. Plus précisément, il appelle ça métamathématique, hein, en ce qu'il porte sur des théories mathématiques qui sont des algèbres de calcul de caractères. Donc, bon, ça me paraît extrêmement important, parce que dans cette métamathématique, finalement, son but, c'est de garantir une potentielle mécanisibilité de toute preuve de théorème. Donc là, on voit bien l'extension grecque, hein, qui est à l'œuvre. Hein. Il s'agit toujours d'une potentielle mécanisation. Si vous avez une métamathématique qui est formellement cohérente, à partir de ces principes-là, vous pourrez engendrer toutes les bonnes chaînes de caractères, c'est-à-dire celles qui sont des théorèmes. Très important. En même temps, l'élève favori de Hilbert, Hermann Weyl, sera tout à fait scandalisé par cette attitude en disant ça rend les mathématiques totalement banales. Hein, et Poincaré dit ça c'est la machine à saucisses de Chicago. Hein, vous mettez des caractères à l'entrée, puis ça vous fait sortir des chaînes de caractères à la sortie, et c'est pas exactement ça les maths. Bon, mais je n'entre pas dans cette polémique. La chose qui me paraît importante, c'est plutôt cette potentielle mécanisabilité de toute preuve de théorème. Alors, ça va se heurter à des théorèmes de limitation, ce dont j'ai déjà parlé, hein, puisque Gödel va faire remarquer que, du point de vue graphique, justement, hein, si on en reste au caractère, cette métamathématique, elle peut être encodée dans la mathématique formalisée. Et à partir de ce moment-là, bon, il en déduit l'incomplétude des mathématiques. Pourquoi? Parce que, précisément, on peut avoir une phrase du type « cet énoncé n'est pas démontrable hein, » au niveau mathématique.
et pas simplement au niveau métamathématique. Donc c'est en mélangeant les deux plans, en quelque sorte, qu'on montre qu'il y a des propositions qui échappent à un système formel qui était censé, pour Hilbert, recouvrir toutes les propositions. Donc, ce qui me paraît très important là-dedans, c'est de faire remarquer que dans la preuve de Gödel, il n'est pas fait mention de sens. Hein. Il s'en tient exclusivement au graphique et donc aussi à l'alphabet. Hein. Donc c'est une démarche qui est alphabétique. Hein. On associe, donc il y a un codage qui s'opère, on associe un nombre à chaque lettre de proposition bien formée de la théorie formelle des nombres, bien, puis un nombre à chaque proposition, bon, et puis à partir de ce moment-là, on fait jouer les nombres entre eux, et on se débrouille pour produire une proposition qui dit qu'elle n'est pas démontrable. Sans aucune référence au sens de ces caractères. Donc ça me paraît être vraiment l'étape ultime hein, d'une démarche qui a commencé avec l'alphabet grec. Donc souvent on présente le théorème de Gödel autrement, justement en faisant intervenir le sens. Mais Giuseppe Longo a très bien montré que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, hein, puisqu'il y a une espèce d'abus là-dedans qui consisterait justement à sortir du graphique et de l'alphabétique, alors qu'au contraire il faut rester. Hein, l'écriture là, elle est absolument mécanisée, au sens où c'est une machine fonctionnant toute seule, dont on peut montrer qu'elle a des limites. Voilà. Donc si je répète la question de Platon telle qu'elle était posée dans le Tête-à-Tête, comment l'écriture mécanisée peut-elle s'intégrer à la production collective du sens? Vous voyez que là, ça commence à devenir intéressant parce que précisément, on se rend compte que ce n'est pas simplement par la mécanisation qu'on va pouvoir rendre compte du sens dans sa totalité. Donc comment on fait à partir de ce moment-là? Je pense que c'est là qu'on peut un peu commencer à aborder ma question de départ hein, sur ChatGPT, sur ce type de formalisme. La question finalement revient à celle-ci. Comment une écriture muette et automatique peut-elle s'intégrer à une production collective du sens, si par production collective du sens, on entend parole et parole non automatique? Donc, c'est quoi la réponse qu'on donne? La réponse que l'intelligence artificielle donne, c'est il faut faire croire que les machines parlent. Voilà, il faut faire croire que les machines parlent, et d'ailleurs, elles font très bien semblant. Hein. On le remarque souvent. Donc la question de départ, elle devient celle de l'interface entre parole et écriture. Et évidemment, c'est là que les agents conversationnels entrent en jeu. Alors, les agents conversationnels, bon, ça fait le buzz. J'utilise fort peu de ChatGPT. Je m'intéresse quand même à cette question. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses, même si c'est très très récent, qui permettent d'aborder un certain nombre de points. Alors d'abord, je pense que nous vivons dans des sociétés qui sont maintenant massivement alphabétisées à un certain degré, et qui sont aussi massivement inalphabétisées, puisque plus personne n'est capable de lire du langage machine, et personne n'a jamais été capable de lire du langage machine. D'accord? Donc il y a une espèce d'inalphabétisation qui se met en place. Et donc à partir de ce moment-là, tout devient compliqué, puisque voilà, on sait écrire, en tout cas, bon, on est tous allés à l'école, on a appris ça, et en même temps, il y a quelque chose derrière cette écriture qui nous échappe, encore plus que quand on a appris l'alphabet latin. Bon, on se trouve souvent confronté dans notre usage du langage à des tâches spécialisées qui sont socialement requises. Bon, on peut en citer un certain nombre. Hein. Je peux vouloir réaliser un certain nombre de tâches que je ne sais pas faire, pas bien faire. Par exemple, résumer par écrit une situation complexe. C'est un exercice qu'on fait, je sais pas, dans un certain nombre de concours de la fonction publique. Bon, on peut vouloir réaliser une tâche telle que traduire une langue inconnue. Bon,
On peut aussi vouloir écrire un texte de style un peu administratif pour obtenir une bourse. Donc, on voudrait se débarrasser au plus vite de cette corvée. Et de ce point de vue-là, évidemment, tous ces usages sont absolument plébiscités quand on peut avoir ces nouveaux systèmes d'IA générative. Bon, mais on a vu qu'il y avait quand même une difficulté, hein, c'est que toutes ces données, c'est des lignes d'écriture, des suites de nombres, et si je décris les choses dans le cadre du modèle de la machine de Turing, des suites de traits ou d'espaces vides sur les cases du ruban de la machine de Turing. D'accord? Donc, ces espèces de marques graphiques définissent un degré zéro de l'écriture qui ne vise pas du tout à restituer quoi que ce soit, hein, ni son, ni parole, ni rien du tout, puisque le code hérite de l'alphabet la séparation stricte des marques graphiques et du sens. Donc, en fait, le code, et c'est vrai aussi dans le cadre des agents conversationnels, le code est absolument autonome et il ne vise pas à représenter une réalité extérieure à lui. Bon, donc le code informatique est muet et il faut se débrouiller techniquement pour faire croire qu'il peut parler et donc faire comme si on pouvait annexer l'écriture des langues en produisant des énoncés sensés, alors que, évidemment, aucune machine ne peut produire un énoncé sensé, et ça depuis l'alphabet. Hein. Donc un logiciel comme ChatGPT, vous l'avez sans doute remarqué, fait fuser du tac au tac des réponses, mais il est aussi capable de s'excuser de ne pas avoir bien saisi la question, ou d'avoir répondu de travers en disant que plein de contrition, il fera mieux la prochaine fois. Bon. Donc il fait très bien semblant de parler, ça c'est vrai. Mais la chose, si vous voulez, la chose importante à mon avis, c'est vraiment cette interface de dialogue, hein, et le fait que d'un certain côté, ça nous berne. Maintenant, comment ça marche? C'est évidemment protégé par des secrets industriels. Donc, moi, je ne suis jamais arrivé à comprendre précisément comment fonctionne ChatGPT, parce que je crois qu'il me manque simplement un certain nombre de clés informatiques pour réussir à comprendre. Donc ça, c'est quand même très très important de bien se rendre compte que l'idée souvent colportée selon laquelle de toute façon on n'y comprend rien, donc c'est pas la peine d'aller regarder, à mon avis, ça vient aussi de l'idée qu'il vaut mieux pas que vous alliez y regarder. D'accord? Donc restez donc analphabète et on s'occupe du reste. Bon. Donc là, je pense qu'il y a quand même un problème. Alors, maintenant, le cas de ces types de grands modèles de langage, à mon avis, est intéressant parce que ce sont des modèles qui sont à la fois formels et statistiques. Alors, j'ai beaucoup parlé des modèles formels tout à l'heure, mais là, il y a une autre dimension qui me paraît très importante à noter, c'est que grâce aux capacités formidables de mémoire et de calcul qu'on a aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre de la vieille IA, bon, celle des années 50, 60 ou 80 même, dans laquelle finalement on appliquait des règles logiques et on en déduisait des énoncés. On n'est plus là-dedans. On essaie finalement de se passer de la médiation de la règle. Et ça me paraît aussi très important du point de vue épistémologique, parce que ça veut dire qu'on essaie de se passer d'un niveau théorique, qui est celui de la règle, pour s'en tenir exclusivement à un niveau empirique de l'accumulation des cas. Voilà. Donc c'est, comme dit un article célèbre, the end of theory. Hein, on se débrouille pour ne plus avoir besoin de cette médiation théorique et de l'application des règles. Et on s'en tient donc à un système d'ingénierie d'une extraordinaire complexité. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à des modèles qui ne sont plus logiques mais physiques, et ce faisant à des modèles qui utilisent des mathématiques du continu et non pas du discret. Donc on revient en fait
à de la géométrie. Donc ça, c'est tout à fait important, mais évidemment, la chose qu'il faut bien reconnaître, c'est que notre rapport au monde, d'un point de vue phénoménologique, n'est pas du tout celui de la conjonction du formel et du statistique. Pas du tout, puisque le formel et le statistique font abstraction du sens. Donc se repose, encore une fois, la question de savoir comment articuler ces choses, hein, comment articuler le non-sens et le sens qui fait problème depuis l'apparition de l'alphabet grec. Alors, moi, je ne sais pas répondre à cette question, mais ce que je vois simplement, c'est comment fonctionnent ces grands modèles de langage. Et comment ils fonctionnent, c'est qu'ils arrivent à avoir, en se passant de règles, ils s'intéressent exclusivement, en fait, au potentiel de proximité qu'il peut y avoir entre des chaînes de caractères. Donc, en fait, ils arrivent à élaborer une représentation construite sur la probabilité statistique de l'usage de construction des phrases, et évidemment pas du tout de la compréhension des textes analysés. Donc, ce qui devient pour moi immédiatement clair quand on dit ça, c'est que les systèmes basés sur un modèle de langage de ce type ne peuvent pas créer des contenus réellement nouveaux, puisque par définition, ces contenus dépassent ce qui est statistiquement prévisible. Hein? Bon, ça paraît assez clair. Donc, ces modèles exigent la mesure d'un espace des possibles, alors que c'est précisément cette mesure qui fait défaut quand il s'agit du sens. Il n'y a pas de mesure du rapport possible entre des mots. Si je prends le cas de la métaphore, bon, tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait central, au moins jusqu'à présent, dans notre intelligence de la langue. Hein. Et si je prends un exemple que Pierre Cadiot et Yves-Marie Visetti ont utilisé dans un certain nombre de textes, je prends une phrase d'Eugénie Grandet de Balzac. Bon, vous savez, si vous avez lu le roman, que c'est l'histoire d'un tonnelier qui s'appelle Grandet, et il a fait fortune, bon, il a accumulé beaucoup d'argent, et son ambition pour le mariage de ses filles, ce serait de les marier dans l'aristocratie, en faisant en sorte que la dot qu'il pourrait donner ferait oublier, au moins il l'espère, à leurs futurs époux leurs conditions roturières. Et Balzac écrit une phrase, que voici. « L'ancien tonnelier, rongé d'ambition, cherchait pour gendre quelques pairs de France à qui 300 000 livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandets. » Aucun problème. Vous lisez cette phrase, si vous avez déjà lu le roman, ça vous pose aucun problème, vous comprenez tout de suite, sauf que le sens du mot tonneau ici, c'est quoi? Hein? Ça concentre plusieurs notions, il y a la richesse, il y a le pouvoir, il y a l'espoir d'ascension sociale. Ce sens n'est absolument pas répertorié dans un dictionnaire, il n'aura aucune postérité, et il n'existe que dans le texte de Balzac. Bon, moi j'ai l'impression que c'est ce que Ricoeur aurait appelé une métaphore liée. Donc le pouvoir absolument extraordinaire de la littérature de ce point de vue-là, c'est quoi? C'est précisément qu'il ne s'intègre absolument pas à une logique statistique, parce que la construction du sens du mot tonneau, ici, a nécessité à proprement parler tout un roman, et elle était totalement imprévisible. Donc, à mon avis, ce que ces modèles de langage changent d'un certain côté, c'est la notion de fonction métaphorique du langage, puisqu'ils le remettent en question, je dirais, de façon principielle, puisqu'ils estiment qu'on peut avoir une mesure du rapport, mesure de la proximité entre les mots, par signe statistique. Donc,
tout se passe comme si aujourd'hui la métaphore dépendait d'une plus ou moins grande proximité statistique basée sur l'usage passé. Bon, donc là, on peut légitimement se poser la question de savoir si, à terme au moins, le mécanisme de la proximité, s'il est employé, s'il est généralisé, ne risque pas de produire un affaiblissement de la capacité métaphorique, puisque, précisément, celle-ci consiste à pouvoir inventer un sens nouveau, porté par le même signifiant, hein, comme le montre l'exemple d'Eugénie Grandet. Donc ça me paraît être quelque chose d'important à remarquer, parce que ça permet d'un peu avancer sur la question que je posais au départ, à savoir dans quel sens ces nouveaux systèmes risquent de modifier les pratiques sociales entourant la production des textes. Alors, qu'est-ce qui est modifié? Et puis surtout, à mon avis, qu'est-ce qui sera modifié dans l'usage de la langue par ces logiciels et leurs extraordinaires interfaces conversationnelles au fur et à mesure de la généralisation de leur usage? Alors, bon, on sait donc que les productions langagières que ce type de logiciel permettent sont dictées par un seul et même but, c'est continuer par tous les moyens formels statistiques à continuer finalement une phrase qui est commencée. Hein. Donc, continuer à produire de la configuration graphique hors de toute considération de sens. Alors, si on pousse ce raisonnement à la limite, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, d'un certain côté, l'idée même de métaphore fait déjà partie d'une époque révolue de la langue? Bon, on peut au moins poser la question. Hein, s'il y a une espèce de généralisation de ces modèles, est-ce que c'est pas à ça qu'on va aboutir? Bon, au moins, on peut avancer cette remarque que le renforcement d'une connexion ayant déjà été avéré ne peut que faire diminuer le potentiel de nouveauté présent à son maximum dans la métaphore. Donc ça me paraît très très important à remarquer. Donc, pour répondre à ma question de départ, hein, je vais bientôt m'arrêter là, c'est finalement, est-ce que là on ne saisit pas la façon dont on commence à opérer l'intégration sociale de ces logiciels formels statistiques, hein? Donc, en faisant un usage généralisé de ce type de structure formelle statistique, est-ce que finalement, ça ne s'appuie pas sur quelque chose d'anthropologiquement plus vaste, qui est le désir collectif qui semble nous posséder de limiter au maximum l'imprévisibilité en essayant de la rendre à peu près éliminable. Et je fais remarquer donc il y a quelque chose qui touche la temporalité, hein, puisque les trois instances temporelles du passé, du présent et du futur se trouvent reconfigurées par cette nouvelle structure. Et pourquoi c'est reconfiguré? Précisément parce que, d'un certain côté, on considère le futur comme déjà du passé, puisque le futur n'est que renforcement du passé. Et de ce point de vue-là, donc, c'est le présent qui devient complètement évanescent et qui perd toute consistance. Voilà, donc voilà ce que je ressens d'un certain côté, hein. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je vois simplement combien ça s'inscrit dans une tendance millénaire touchant la question de l'alphabet en Occident, hein, et qui consiste toujours à outiller la langue en éliminant au maximum le sens produit dans une communauté de locuteurs. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, il s'agit de voir comment le réintégrer. Et j'ai pensé à finir sur une citation du philosophe Whitehead dans son livre de 1911, Introduction to Mathematics. Il dit la chose suivante: la civilisation avance en étendant le nombre d'opérations importantes qui peuvent être exécutées sans qu'on y pense. Voilà. Donc pour lui, c'est la définition même du progrès. Et donc, enfin, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on y est, hein, on est bien dans cette optique-là, mais moi j'ai l'impression quand même que
la civilisation avance aussi quand on peut réussir à jeter un petit peu un éclairage sur ces opérations qui deviennent si familières qu'on n'a plus besoin d'y penser. Voilà. Mille merci, Jean. Moi, je me permettrai de te poser quelques questions rapides. J'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à discuter, mais je vais très rapidement pour ouvrir la discussion. Alors, première question, dans quel sens l'alphabet grec est déjà une machine? Quelle serait la distinction entre la machine de l'alphabet grec et Turing, et la machine de Turing? Ouais. Première question. Une deuxième question. Alors, ce serait cette alternance, certes, d'espace, pour revenir à la réponse de ma question. Disons qu'on a certes cette alternance d'espace vide et de sens, mais il y a quelque chose évidemment de plus dans la machine de Turing. Alors, alors moi j'utilise très peu ChatGPT, mais j'utilise beaucoup Midjourney dans le et je vois que une bonne solution pour mieux communiquer, disons, c'est de faire transformer notre prompt en des prompts produits par la machine. C'est une manière de se rapprocher du code, même si évidemment on reste, c'est pas du code. Mais on a bien vu, moi, un postdoc qui travaille avec moi et Enzo aussi, qu'on peut se faire transformer les prompts que nous on veut donner à Midjourney par GPT-4 et on peut obtenir des choses plus précises, plus intéressantes, moins banales, etc. Oui, je ne me rappelle plus exactement ce que je voulais dire, mais c'est que oui, qu'il y a une manière, disons, de rendre plus facile la communication. Parce qu'évidemment, quand tu dis l'algorithme donnera toujours la même réponse, moi je me suis dit, par exemple, quand on donne un prompt à Midjourney, on lui redonne 50 fois, les réponses sont toujours différentes. Mais évidemment, ce n'est pas un algorithme, parce que ce n'est pas du codage. C'est un algorithme, mais notre prompt n'est pas du code. Oui, d'accord. Mais c'est pas tellement ça. Ça vient du fait que, il introduit lui-même de l'aléatoire. Oui, voilà, et le fait qu'il va chercher des documents qui eux-mêmes sont en train de changer. C'est-à-dire qu'Internet, ça bouge tout le temps. Oui. D'accord. Oui. Donc là, il y a un aléatoire. D'un minute à l'autre, voilà, ça change exactement. avec la même prompt. Oui. Bon, outre le fait qu'il hallucine souvent. J'ai eu la faiblesse de faire Qui est Jean Lassalle sur ChatGPT et je suis un philosophe existentialiste ayant travaillé sur Sartre. Oui. Bon, donc ça dit un peu quelque chose de moi, mais de très très loin quand même. Oui, voilà. oui. Est-ce que, à ton avis, faire des bases de données exclusivement, je ne veux pas dire pour ChatGPT qui est en dehors de nos possibilités, mais des textes artistiques, que ce soit de poésie ou que ce soit, est-ce que ça peut changer la donne? Ou la singularité de chaque poème ne pourra jamais transformer le fait que la statistique ira toujours chercher parmi les proximités les plus récurrentes. Ça, c'est une autre question. Et puis, est-ce que le futur sera toujours renforcement du passé? Pour mon expérience, si je dois répondre avec la petite expérience que j'ai à partir de mes expériences sur Midjourney, etc., non, je dirais c'est jamais du renforcement du passé, c'est toujours quand même des nouvelles combinaisons. Fini et tout ce qu'on veut peut-être, mais c'est quand même toujours du nouveau. Je ne parlerai pas de renforcement du passé, mais bon, parce que finalement, même dans l'art humain, ce sont que des recombinaisons. Je veux dire, non pas que, mais quand même, une bonne partie de l'art, c'est toujours des recombinaisons de problèmes, recombinaisons de formes, etc. Je dirais, c'est surtout que à partir de mêmes données, on peut faire quelque chose d'autre. Enfin, moi,
Ce qui me vient à l'esprit, c'est pas l'art, c'est plutôt le droit. Mais bon, quand vous êtes dans un procès, vous avez le droit de faire appel, vous avez exactement les mêmes infos, et vous dites, je veux un autre jugement. Bon, voilà, ça c'est possible. Hein, voilà. Alors, par rapport à ce que tu disais sur le renforcement du passé et du futur, il faut distinguer. C'est-à-dire que le nouveau, effectivement, si tu as beaucoup de possibilités, tu as l'impression que c'est du nouveau. Mais ça reste... parce qu'il y a de l'aléatoire aussi. Alors, il y a un peu d'aléatoire. Et alors, si tu fais rentrer les images produites aléatoirement dans la base de données de Midjourney, par exemple... D'accord. Mais si tu veux, cet aléatoire, il vient précisément pas de la machine. Il vient du fait qu'il y a des artistes qui ont nourri Internet autrement. D'accord. Donc ça, c'est quand même... Bon, je te donne un autre exemple. Les compagnies de la Silicon Valley recrutent en ce moment des poètes pour des tarifs dérisoires, pour qu'ils leur écrivent des haïkus, pour pouvoir remettre du langage naturel, parce que sinon, ça devient d'une platitude telle que voilà, tout le monde s'en rend compte. Donc voilà. Donc, si vous voulez gagner 3 $, vous faites des haïkus pour... et c'est peut-être plus bénéfique que de travailler pour Mechanical Turk. Mais ça revient un peu au même, c'est-à-dire réussir à insuffler dans la machine quelque chose qui ne s'y trouve pas. Hein, voilà. Alors, par rapport à ce que tu disais sur alphabet grec et Turing, moi, j'ai quand même essayé de montrer que l'alphabet grec, ça porte sur la lecture. Hein, voilà. Oui. Tandis que Turing, c'est l'écriture. Voilà. Donc, le fait que tu arrives à avoir une machine qui prend des décisions, donc tu as des carrefours logiques, et puis voilà, ça finit par aboutir à une décision, dans le meilleur des cas. Il y a aussi des problèmes qui sont non décidables, hein, il l'a prouvé d'ailleurs. Ça, c'est quand même autre chose. Hein, tu le distinguerais tout simplement lecture, écriture. Simplement, c'est pas tout simplement, mais je veux dire lecture-écriture. Oui, c'est comme ça que je ferais. Très bien, mille merci. Il y a une question en ligne, deux questions en ligne, je crois, mais nous faisons comme ça. Premièrement, Enzo, deuxièmement, Valeria, troisièmement, Nathalie et quatrièmement, Rossana. On va faire comme ça. Hein. Enzo, vas-y, on devrait t'entendre, oui. Merci pour cette conférence magnifique. J'ai une question qui n'est pas... Voilà, je pense que c'est une question un peu bête, mais je la pose quand même. C'est-à-dire que sur la question de la métaphore, si j'ai bien compris, la machine et les algorithmes ne peuvent pas produire du sens nouveau. Mais voilà, comme c'est quand même une scène énonciative où il y a toujours des êtres humains, les êtres humains peuvent, eux, demander des métaphores et la machine produit une métaphore de manière combinatoire. Et je me demande si ça, c'est vraiment très différent que d'utiliser une acception pas courante d'un mot, comme dans le cas que vous avez proposé. Et du coup, voilà, s'il y a une différence de nature entre ces deux typologies de métaphores, ou voilà, c'est une question un peu générale parce que je me demande toujours la question de la créativité combinatoire ou pas combinatoire. Je pense que c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais voilà, je voulais... Oui, merci. Alors moi, juste quand même, quand vous dites créer du sens nouveau, les machines, elles ne créent pas du sens, hein, c'est ça le problème. Jamais du sens, du tout. Voilà. Donc ensuite, évidemment, nous, on l'interprète comme ayant du sens. Hein. Quand vous faites faire une addition à un ordinateur, le résultat 4, pour nous, c'est 2 plus 2 égale 4, ça a du sens. Voilà. Donc il faut distinguer quand même ce niveau-là. Mais ensuite, si vous voulez dire qu'il peut y avoir une espèce de générateur aléatoire de quelque chose que nous pourrions interpréter comme relevant de la métaphore, oui, sans doute. Oui. Ça me paraît pas exclu, mais c'est pas la machine qui fait ça. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je répondrais. Moi. La machine n'y est pour rien d'un certain côté. Mais évidemment, les choses se compliquent quand on a des modèles de langage avec des bases de données incroyables, parce que on a tendance à anthropomorphiser les choses, évidemment. Et c'est vrai que c'est ce que je disais, quand on utilise ChatGPT, on a vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Par moment, on a l'impression de parler avec quelqu'un. Ça, c'est vrai. Alors, ça me fait penser à ce que tu disais par rapport au logiciel graphique.
moi, ce qui me frappe quand même dans le logiciel graphique, quand on demande, en particulier à des peintres, c'est-à-dire qu'ils sont bluffés par les images, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'ils regardent ces mêmes images 10 jours après et ils les trouvent totalement insignifiantes. Voilà. Donc ça me paraît très important à noter. C'est-à-dire que ce qu'on cherche dans la peinture, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas d'un certain côté les pixels, c'est pas ça. C'est le geste de peindre. Et c'est ça qui disparaît extrêmement vite. Donc là, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui me paraît très très important. Depuis Husserl, et peut-être avant, on a toujours l'impression, depuis Husserl, bien avant, puisqu'il y a ce proverbe romain qui dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Mais enfin, moi, ce dont je me rends compte, c'est que l'écriture informatique est telle que je suis incapable de lire mes textes d'il y a 10 ans parce qu'ils sont sous Word 4 et que plus aucune machine ne lit Word 4. Bon, voilà. Donc, il y a au contraire une espèce de perte et d'une rapidité de l'effacement des textes qui est considérable. Donc, on n'écrit plus dans le marbre, on ne fait plus les hiéroglyphes sur les pyramides. Voilà, c'est vraiment, ça disparaît de plus en plus. Même si je pense que les gestes de peindre, on peut les reproduire très très bien avec des prompts hyper complexes. C'est clair que... Ce que tu dis finalement, c'est que c'est dans le prompt que la capacité métaphorique demeure. C'est un peu ça que tu dis. Peut-être. Non, mais voilà, c'est-à-dire que finalement, si tu veux, si je repense à mon modèle de Turing, là, quand il décrit les machines, il en décrit une qui s'appelle un oracle. Et l'oracle, c'est quoi? C'est précisément la machine qui est capable de faire des réponses non calculables. Bon, et finalement, la façon dont toi tu interviens avec le prompt, c'est précisément ça. C'est-à-dire que tu produis une réponse qui ne relève pas de cet ordre. Et je pense que c'est pareil pour les gestes de la peinture. Et évidemment qu'on peut les imiter. ChatGPT arrive très bien à imiter le français ou n'importe quelle langue, enfin beaucoup de langues. Ça aussi c'est intéressant. Moi j'ai fait des expériences, j'étais allé parler à des juristes de justice digitale, et c'était en anglais. Alors je m'étais dit, bon, je vais aller regarder, si je tape « qu'est-ce que la justice digitale » sur ChatGPT, je vais regarder la réponse. Alors, j'avais la réponse en français, c'était essentiellement de la jurisprudence. Je me suis dit, je change de langue. Je regarde en anglais. Et là, c'était essentiellement de la fairness, de l'équité. Je me dis, tiens, c'est marrant, il y a peut-être une opposition entre langue latine et langue germanique. J'ai fait en italien, en portugais, tout ça, c'était de la jurisprudence. Puis j'ai fait de l'allemand, j'ai fait des langues germaniques, et c'était aussi que de l'équité. Puis à un moment, je me suis dit, bon, passons à une langue non européenne pour voir. Je sors en arabe, je pose la question, je me fais traduire par ChatGPT pour être sûr de mon compte, et là, je vois que c'était un décalque de l'anglais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de textes qui sont allés prendre la langue la plus utilisée, l'anglais. À partir de ce moment-là, vous ne savez plus exactement d'où vient l'information. Et ça, c'est évidemment terrible. C'est-à-dire que j'étais en train de catégoriser, j'étais en train de faire une catégorie, et subitement, ça tombe à l'eau. Parce que je ne sais plus je ne sais plus tracer l'origine de mon information. Voilà. Merci beaucoup. Valéria, voilà. Merci. Et d'ailleurs, on a commencé à évoquer un élément des questions qui sont liées à l'Ukraine. Donc la première, si on prolonge Platon, si on prolonge cette fiction aussi épistémologique, il y a le nomothèque. Voilà, dans ce modèle du langage. Donc, est-ce que, et à quel niveau, penses-tu qu'on peut transposer cette figure du nomothèque, qui va quand même un peu tout changer aussi, dans la manière dont les deux visions du langage s'affrontent, et pareillement, que ce soit motivé, etc., je sais pas là-bas, il y a une question, un élément qui concerne l'usage ou l'habitude. L'usage, que tu as, ce que tu veux, et bien, puisque tu parlais de cet affaiblissement de la métaphore, est-ce que tu penses aussi que c'est vraiment ces notions d'usage, d'habitude, qui en viennent à être aplaties? C'est ce qu'un peu tu dis sur la probabilité, alors que bien sûr l'habitude et l'usage impliquent une épaisseur temporelle
et dans la sémiogenèse. Oui, alors si je comprends bien ta question sur le nomothète d'abord, oui. Ce qui me frappe, c'est vraiment que avec les grands modèles de langage, là, on est complètement sorti de l'IA première manière, puisque précisément le niveau théorique de la règle et de l'engendrement de propositions avec la règle, c'est le niveau proprement nomothétique. Disparaît. Hein. L'intérêt de Chomsky, s'il y en a un, c'est de se dire, bon, on va réussir à trouver le moyen d'avoir une classe des énoncés corrects par rapport aux énoncés incorrects. Hein, donc, on arrive à faire cette décision grâce à un algorithme. Bon. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive, mais en tout cas, il y avait cet aspect nomothétique qui est fondamentalement grammatical. C'est-à-dire, face à un énoncé, est-ce que le locuteur peut décider si oui ou non il est correct ou pas. Bon, à mon avis, c'est plus du tout le cas avec la nouvelle IA, puisque précisément, c'est des modèles statistiques, donc il n'y a pas de règle. Donc on ne peut pas exactement, on ne se situe pas dans la grammaire au sens classique qui permet de distinguer, de faire cette décision. Voilà. J'emploie le mot de décision à dessein, c'est le mot de Turing. Hein. C'est effectivement réussir à savoir si l'énoncé est un théorème ou pas, est correct ou pas. Bon. Alors ça, c'est la première question. Alors la deuxième, sur l'usage, je dirais que c'est compliqué, c'est-à-dire que dans l'usage, il y a... Enfin, ça dépend ce que tu entends par habitude et usage, là, parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces modèles standardisent quelque chose, ça, je suis d'accord, mais c'est pas vraiment de l'usage, parce que dans l'usage, au contraire, il y a toutes sortes de figures constamment. Donc, je pense que l'usage est beaucoup plus riche que ce genre de choses. Voilà. Hein? Il y a encore 4 questions. On ne va pas rigoler. Hein? Alors, Nathalie de chez elle. Nathalie. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, c'était très important, votre exposé m'a semblé très important. Bon, première petite anecdote, quand vous avez parlé de contrition, c'est quand même étonnant que nous-mêmes utilisons des métaphores pour parler de la machine, comme on dit malicieux, malveillant, malicious en anglais. Donc ça, c'est assez étonnant. Après, je crois que c'est très important, vous avez montré qu'il y a une espèce de nouvelle syntagmatique qui existe maintenant, une espèce de syntagmatique resserrée d'un mot à côté de l'autre, et on perd le paradigme en fait. On a une syntagmatique sans paradigme. Donc, on ne peut plus avoir cette fameuse projection de l'axe de la sélection sur l'axe de la combinaison qui faisait justement la fonction poétique, la littérature, l'humour, l'homonymie, le calembour et tout ce qui est banni par les sociétés totalitaires. Donc, ça va finalement très loin. La fiction, la malice et pas le malicieux, la malice, et pareil dans les images qu'on demande, on demande à, par exemple, nous donner une image, il a son database, il a sa liste, mais il ne trouve pas d'image ambiguë ou d'image malicieuse, d'image malice, comme les appelle Didier Huberman. Donc, je trouve intéressant parce qu'on peut dire, oui, mais dans la fonction poétique, il y avait quand même une prévisibilité. On a des rimes phoniques ou des rimes thématiques, mais c'est une prévisibilité aérée, comme vous venez de dire, qu'il faut aller chercher loin le tonneau. Ici, on a une syntagmatique resserrée, où il n'y a que la succession d'un mot juxtaposé à un autre, et on n'a plus de rime possible avec quelque chose qui est antérieur, éloigné. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus avoir ni métaphore, ni humour, ni calembour, ni rien, ni fiction, finalement, ni littérarité. Voilà, je vous remercie. Je n'ai rien à rajouter. Hein. Vous avez dit les choses bien mieux que moi, donc je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit. Donc, c'est très inquiétant pour moi. Bon, c'est très inquiétant. Moi, je reste optimiste. Hein. Vous savez, moi je travaille beaucoup avec les juristes. Alors, dans des États américains, on est obligé d'utiliser certains logiciels. Et puis ensuite, vous allez trouver les juges et vous leur dites, vous utilisez le logiciel. Et ils disent, ah non, pas du tout, c'est l'honneur de ma profession de ne pas l'utiliser. Donc, bon,
il y a des arrangements. Hein. Voilà. Merci Nathalie. Alors Rossana et ensuite Avener Perez, ensuite Jean-François Bordron et ensuite on fait la pause. Merci d'abord pour c'était très intéressant et je vais poser ma question parce que Valérie a déjà fait une partie du travail. On va prendre la question justement de l'usage et tout ça. Donc ma question porte sur le lien, ce que vous avez dit, moi, les trois formes d'écriture. Le lien entre la première et la dernière partie de votre exposé. Quand vous parliez justement de l'alphabet comme une machine, et je réfléchissais en fait au principe de l'acrophonie. Donc le principe de l'acrophonie qui permet à un système d'écriture qui était déjà là, ce qu'on appelle le proto-canadien, de transformer le signe de la célèbre tête de veau, je fais un exemple très banal, la célèbre tête de veau, alif, alouf, de le transformer dans un signe justement chronographique, et en disant, en fait, on change la définition, on change l'orientation, les ranges, etc. Mais les proto-canadiens ont dit, on arrête de voir dans ce signe une tête de veau, et on y voit seulement la lettre A au début de la lettre A. Donc, je passe par cet exemple pour rendre plus concret, disons, la question. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que finalement, quand on regarde en fait ce qui s'est passé pour passer d'une forme accrochée à un sens, le syllabaire, la forme morphologique, etc., à une forme sans sens, est-ce que finalement ce n'est pas une sorte d'automatisation d'un principe d'association qui s'est fait plutôt que d'automatiser un signe, c'est-à-dire l'usage d'un signe, c'est pour ça que je parlais d'usage, en fait, on a changé l'objet de l'automatisation. On a changé, on a dit, en fait, on va automatiser le geste d'associer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va voir, par exemple, dans le système alphabétique, on va voir le B. Ouais. On sait que le B, on ne le prononce pas en Italie, en Espagne, on ne le prononce pas de la même manière. Donc, il y a quand même une habitude et une norme de l'usage qui est temporalisée, etc., et qu'il faut évoquer pour pouvoir finalement automatiser la lecture. Donc finalement, ce n'est pas peut-être l'association d'une forme à un son qu'on a automatisé, mais on a changé de... C'est comme si on avait regardé une autre façon. On a automatisé le principe de l'association entre deux têtes. Je ne sais pas si j'arrive à... Et donc, ça ouvre l'espace sur la possibilité de répéter des associations. Ce que disait un peu Heinz par rapport à la compositionnalité. Non, si on prend la même association, on répète des associations, en fait, on peut répéter n'importe quelle forme d'association, parce qu'on a automatisé le principe d'associer. Voilà, l'exemple est concret, il n'est pas super. Non, mais j'essaie de comprendre. Hein, Parce que finalement, il y a une sorte de répétition. Mais cette répétition... Je peux me permettre de la traduire parce que j'avais exactement la même question. C'est pas en soi, la traduire, c'est pas une mécanique, mais ça a été automatisé l'usage de l'alphabet. C'est ça. C'est l'idée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une technologie en soi ou moi, je pense à l'expérience de quelqu'un qui apprend le français. Ouais. Justement, c'est pas une expérience d'automatisation. Au contraire, il y a toujours une parole vive qu'on doit avoir en tête pour pouvoir lire le français. C'est pour quelqu'un qui vient d'une autre langue. D'accord. Oui, je commence à comprendre. Mais alors peut-être que ma façon de présenter les choses est très théorique. Moi, je ne regarde pas la façon dont les locuteurs étrangers apprennent une langue, le français ou une autre. Mais j'avais l'impression qu'il y avait autre chose dans ce que vous disiez par rapport à la constitution du Aleph. Là. Hein, le fait que la tête animale, effectivement, se trouve... parce que dans ce changement-là, ce qu'il y a, c'est qu'on sort de l'image. Pas seulement, on sort vraiment du morphème aussi. Le principe de l'acrophonie, c'est vraiment une révolution impressionnante qui nous fait sortir du système abjad vers le système, nous fait rentrer dans le système alphabet. Et en fait, on se décroche de la forme comme morphée, vraiment comme forme signifiante. D'accord. Et on se rattache à une forme non signifiante. Mais en fait, ça se fait, ce switch, je ne sais pas comment ce passage se fait en changeant le paradigme de l'association. En fait, on ne parle plus de l'association de la même manière.
D'accord. Écoutez, il faut que j'y réfléchisse. Moi, ce qui me... Non, mais ce qui me frappe aussi quand même, c'est simplement le geste de bouger d'un quart de... Voilà, mais la chose importante là-dedans, c'est vous changez de direction. Oui. Voilà. Et ça, c'est lié au support, hein. Ça, c'est une histoire. Je suis pas... Enfin, ça a toutes sortes de conséquences. Souvent, c'est le changement de support, en fait, de direction, de lecture des tablettes qui envoient les jeux dans la lumière, et on ne savait plus comment les lire. Parfois, c'est des questions matérielles. Oui, peut-être. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui me paraît important pour ce qui est de décrocher d'une association et d'en trouver une autre. Mais il faudra que je réfléchisse, il faut qu'on en parle. Ouais. Je suis désolé, je ne peux pas répondre mieux que ça. Non, c'est une réflexion. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Rossana. Avner, c'est à toi. Bon, merci pour cet exposé très, très éclairant très stimulant pour la pensée. Alors moi, je parle de mon point de vue plutôt ethnopsie, pour avoir vu beaucoup d'autres usages de la lettre et des lettres. Et donc, c'était pour donner ma contribution, pour peut-être donner abonder dans le sens de votre exposé, mais en prenant un contre-exemple, notamment la résistance à la mécanisation de l'écriture qui existe encore aujourd'hui, par exemple, dans les textes sacrés. Il est impossible de lire la Torah sur un texte imprimé. Il s'agit qu'elle ait été écrite par un scribe à la main avec des règles très précises. Elle est écrite sans les voyelles parce que la vocalisation demande un apprentissage assez long. Et dans la langue elle-même, dans l'étude de ces textes, on laisse justement libre cours à toutes sortes de vocalisations possibles en fonction de l'interlocution entre deux étudiants qui vont travailler à trouver de nouvelles significations. Et donc, dans la langue elle-même, il y a quelque chose qui incite, et dans l'écriture de cette langue, qui incite à la créativité. D'autre part, dans d'autres mondes que j'ai connus, on utilise aussi les lettres pour les faire régresser à la dimension de choses, objets, et le curseur ne sépare pas entre sens et signe, mais plutôt entre objet et parole. Et une parole peut aussi revenir à la dimension d'objet et qui devient un objet thérapeutique efficace, si tant est qu'on dilue la lettre et que, comme c'est dans les mondes maghrébins, dans les mondes islamiques, mais aussi hébraïques, on utilise les lettres en les diluant dans l'eau et en faisant absorber à la personne. Donc on a un usage de la lettre qui résiste absolument à l'idée qu'elle puisse donner lieu à une écriture mécanisée. Voilà, c'était un contrepoint, mais un contre-exemple pour dire que peut-être c'est un axe intéressant aussi de voir ça sous cet angle. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et surtout, je crois que ça ne disparaît jamais. Bon, vous donnez des exemples religieux, mais je pense à un exemple d'un texte de Yannick Enel, extrêmement récent. Il a écrit un texte qui s'appelle Notre solitude sur le procès Charlie Hebdo. Bon, et il faisait chaque jour une chronique, et puis un jour, il n'arrive pas à écrire sa chronique, alors il commence par boire, il est complètement saoul dans son jardin, et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va prendre le procès de Kafka, il y détache une page et il la mange. Voilà. Bon, il la mange, et à partir de ce moment-là, l'inspiration revient. C'est juste stupéfiant. Surtout qu'il l'avoue. Enfin, moi, je l'ai rencontré, je lui en ai parlé, mais effectivement, il semblerait qu'il dise la vérité. Voilà comment ça s'est passé. Trouver une technique ancestrale. Mais c'est la question chose-parole. Hein, vous voyez. Exactement. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas du tout voulu dire que ça supprimait d'autres usages. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Moi, je crois au contraire. Mais c'est pour abonder, parce que cet acte de la mécanisation est très important à comprendre, et on peut d'autant mieux le comprendre qu'il y a des peuples, des pratiques qui y résistent absolument. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup.
Merci, Abner. Dernière question, Jean-François Bordron. Merci. Oui, ce qui m'étonne dans la position de ces problèmes, c'est que la sémantique semble en réalité complètement absente. C'est-à-dire qu'elle n'est fournie que par des énoncés auxquels on attribue une sémantique, mais on le suppose. Maintenant, pourquoi on ne peut pas imaginer une machine qui aurait réellement une sémantique, par exemple, qui serait capable d'analyser ce que veut dire tonneau dans un roman de Balzac, et puis dans d'autres circonstances, ce qui amènerait nécessairement à se demander, cette sémantique, elle vient d'où et si l'ordinateur l'a pas, pourquoi l'a-t-il pas? Parce qu'on ne l'a pas donné, bien sûr, mais aussi parce qu'il n'en a aucune des origines. Il n'a pas la perception, il n'a pas non plus un corps, etc. Enfin, toutes les bases de la sémantique. Or, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse quand même, nous, faire une sémantique pour mettre dans les ordinateurs? Est-ce que ça poserait, ça compliquerait Après tout, l'idée de l'analyse sémique au départ, c'était bien ça. On va faire une sémantique. Oui, alors, bon, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais j'ai l'impression que il y a deux choses à dire. D'abord, effectivement, pour qu'il y ait une sémantique, il faudrait qu'il y ait une interlocution des corps parlants. Bon, alors dans le cas des machines, pour le moment, oui, voilà, ça n'existe pas. Mais donc, quelque chose qu'on nous le mettrait. Oui, mais la machine, il n'y a pas besoin de d'accord, mais moi je sais pas ce que ça veut dire que de mettre une sémantique. Le mot tonneau là, cette sémantique, le sens accordé au tonneau, il était totalement imprévisible. Donc qu'est-ce que je vais... Alors je peux le rajouter dans une espèce de liste de sens, je peux faire un super dictionnaire, mais c'est pas satisfaisant. Un dictionnaire, parce que c'est là que c'est compliqué, parce que le dictionnaire, lui, il a déjà, avec les mots, il transporte une sémantique. Mais, par exemple, une analyse de ce que veut dire tonneau, ça pourrait peut-être faire un équivalent d'un dictionnaire, mais ça peut se faire. Ouais, oui, ça peut se faire, mais ça me paraît voué à l'échec, c'est-à-dire que c'est le type de résonance que les mots peuvent avoir entre eux, à tous les niveaux de la construction du sens est tel que, bon, vous savez, Gödel disait, quand on a une machine trop compliquée, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans, alors il faut jouer avec. Et bon, donc c'est ce qu'on fait, on joue un peu avec les machines, et voilà, donc on a une interaction qui permet de répondre à la question que je posais au départ, hein, savoir quel type comment réussir à réintégrer dans une collectivité de sens quelque chose qui n'en a pas. On le fait avec l'alphabet, on va sans doute le faire aussi avec ChatGPT. Mais j'ai l'impression que refaire une sémantique en tant que telle, ça me paraît juste impossible. Bon, mais bon, il faut qu'on en discute. C'est peut-être impossible, effectivement, mais c'était quand même un peu l'ambition de la sémantique. Oui, peut-être, ça, vous savez sûrement mieux que moi. On va applaudir à nouveau. Mille merci, Jean.